Mon mari me croyait pauvre, sans savoir que mon père possède le groupe de sa banque. Un jour, il amène sa maîtresse et m'humilie. Je souris, bois mon vin et écris à mon père, coupe les fonds. 3 minutes après. Mon mari a fait entrer sa maîtresse chez nous, lui a passé un bras autour de la taille et a souri d'un air suffisant comme s'il avait déjà gagné. Sa famille est d'un tout autre niveau que tu n'atteindras jamais. Connais ta place. J'ai souri, j'ai bu une gorgée de vin et j'ai envoyé un SMS de 2 mots à mon père. Retire les fonds. 3 minutes plus tard, le téléphone de mon mari a sonné. La couleur a quitté son visage avant même qu'il ne réponde. Les gens supposent souvent que les secrets sont des choses compliquées cachées derrière des mensonges, des faux documents et des histoires élaborées. Le mien ne l'était pas. Je n'ai simplement jamais dit à mon mari qui était vraiment mon père. C'est tout. Quand j'ai rencontré Antoine Dubois 12 ans plus tôt, j'avais 23 ans, je venais de terminer mes études supérieures et j'étais déterminée à construire une vie qui m'appartenait au lieu de porter le nom de ma famille. Mon père, Jacques Martin, avait passé des décennies à bâtir l'un des groupes d'investissement financiers les plus respectés du pays. Sa compagnie ne possédait pas de banque, mais elle finançait des projets majeurs, soutenait des expansions et avait suffisamment d'influence pour que les dirigeants l'écoutent chaque fois qu'il parlait. Je ne voulais rien de tout cela, du moins pas publiquement. Je voulais savoir si les gens m'aimaient pour qui j'étais ou pour ce que mon nom de famille pouvait faire pour eux. Alors, quand j'ai rencontré Antoine lors d'une collecte de fonds caritative à Lyon, je me suis présentée simplement comme Sophie Martin. Pas de titre, pas d'explication. Pas d'histoire familiale, juste Sophie. À l'époque, Antoine semblait différent. Il était ambitieux mais charmant, confiant sans être arrogant et attentif d'une manière qui me faisait me sentir vue. Il travaillait comme jeune cadre dans une banque régionale et parlait constamment de ses objectifs. Il voulait devenir dirigeant un jour. Il voulait du respect. Il voulait réussir. J'admirais cela. En y repensant, je réalise que j'admirais la version de lui qui existait avant que le succès ne devienne la seule chose qui lui importait. Le premier avertissement est venu de mon père. Il est venu seulement 3 mois après que Antoine et moi ayons commencé à sortir ensemble. Nous dînions à la maison de mon père au bord du lac en Normandie. Antoine pensait que mon père était simplement un riche homme d'affaires à la retraite. Papa ne l'a jamais corrigé. Après le départ d'Antoine ce soir-là, mon père s'est versé un autre verre de cognac et a regardé l'eau. Il aime trop le pouvoir, a-t-il dit. J'ai ri. C'est une étrange critique pour un homme d'affaires. Mon père a secoué la tête. Non, l'ambition n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il mesure les gens par ce qu'ils peuvent faire pour lui. Je me souviens avoir levé les yeux au ciel. Tu l'as rencontré 2 fois. 2 fois, c'était suffisant. À l'époque, je pensais que mon père était trop protecteur. Aujourd'hui, je sais qu'il était observateur. Au fil des ans, Antoine a gravi régulièrement les échelons du monde bancaire. Les promotions sont arrivées, les bonus sont augmentés, de meilleurs costumes sont apparus dans le placard. Des montres chères ont trouvé leur chemin à son poignet. Plus il montait, plus il changeait. Au début, c'était subtil. Il est devenu impatient avec les serveurs, dédaigneux envers les employés de service, obsédé par le statut. Puis, c'est devenu plus difficile à ignorer. Il comparait constamment les gens qui gagnaient plus, qui vivaient dans un meilleur quartier, qui avaient de meilleures relations, qui avaient leur place et qui ne l'avaient pas. Malheureusement, je suis de plus en plus tombée dans la 2e catégorie, non pas à cause de quelque chose que j'avais fait. Parce qu'Antoine croyait sincèrement que je venais d'un milieu modeste. Je travaillais comme consultante et je vivais confortablement, mais je n'étalais jamais mon argent. Je conduisais une voiture pratique. Je portais des vêtements simples. Je préférais les week-ends tranquilles aux événements sociaux exclusifs. Pour Antoine, la simplicité est finalement devenue une preuve d'infériorité. Les commentaires ont commencé petits. Tu ne comprendrais pas comment ces gens pensent ou voilà comment fonctionnent les familles riches. Chaque fois qu'il disait quelque chose comme ça, je me demandais si lui dire la vérité changerait quelque chose. Puis j'ai décidé que cela ne devrait pas être nécessaire.
Si le respect dépendait de mon nom de famille, ce n'était pas du respect du tout. Environ 4 ans après notre mariage, mon père a essayé une dernière fois de me prévenir. Nous marchions dans le centre de Paris après le déjeuner. Il s'est arrêté à un passage piéton et m'a regardé directement. Sophie, si cet homme franchit un jour une ligne que tu ne peux pas pardonner, je veux que tu te souviennes de quelque chose. J'ai froncé les sourcils. Quoi? Tu n'as pas à le supporter. Papa, non. Écoute. Sa voix était calme. Si le jour vient où tu as besoin de moi, envoie-moi ces 2 mots. Je savais déjà de quels 2 mots il s'agissait. Retire fond. La phrase n'était pas une vengeance. Ce n'était même pas une question d'affaires. C'était un signal, un message, une façon de dire « j'ai épuisé toutes les autres options ». J'en ai ri à l'époque. Papa, je n'enverrai jamais ça. Il a souri tristement. J'espère que tu ne le feras jamais. Pendant des années, je ne l'ai pas fait. Même quand Antoine a commencé à rester plus tard au travail, même quand son téléphone est devenu en permanence attaché à sa main. Même quand les conversations entre nous sont devenues plus courtes et plus froides, je continuais à espérer que les choses s'amélioreraient. Les gens ne quittent pas les mariages au premier signe de problème. Du moins, pas moi. On se souvient des bonnes années. On se souvient des promesses. On se souvient de qui quelqu'un était. Et parfois, on s'accroche à ces souvenirs longtemps après qu'ils aient cessé d'être réels. La première fois que j'ai sérieusement suspecté une liaison, c'était 6 mois avant que tout ne s'effondre. Antoine avait commencé à mentionner une femme nommée Valérie. Toujours avec désinvolture, toujours professionnellement. Du moins, c'est ce qu'il prétendait. Valérie travaillait dans la gestion de patrimoine privé. Valérie était intelligente. Valérie avait d'excellentes relations. Valérie venait d'une famille éminente. Valérie ceci, Valérie cela. Finalement, j'ai arrêté de demander, en partie parce que je connaissais déjà la réponse. En partie parce que je n'étais pas prête à l'entendre. Puis est venu le jeudi soir qui a tout changé. Je suis rentrée du travail juste après 18 heures. La maison était inhabituellement bruyante. De la musique flottait de la salle à manger. Des rires suivaient. Pendant un instant, j'ai pensé qu'Antoine avait d'inviter des clients. Puis je suis entrée et je l'ai vue, Valérie. Elle était assise confortablement à ma table à manger, buvant du vin dans un de mes verres en cristal. Antoine se tenait derrière elle. Sa main reposait possessivement sur son épaule. Aucun des 2 ne semblait surpris de me voir. C'était le pire. Pas la culpabilité, pas la panique, pas l'embarras, la confiance. Il s'attendait à ce que j'accepte. Antoine a souri. Le même sourire dont j'étais tombée amoureuse autrefois. Seulement maintenant, il semblait complètement différent. Froid, condescendant, cruel, Sophie, dit-il avec désinvolture. Tu es rentrée tôt. J'ai posé mon sac à main. Ni l'un ni l'autre n'avons mentionné que c'était aussi ma maison. Valérie m'a dévisagé de haut en bas. Puis elle a souri. Je connaissais ce sourire. Toutes les femmes le connaissent. Antoine s'est rapproché d'elle, presque protecteur. Puis il a prononcé la phrase qui allait détruire toute sa vie. La famille de Valérie est d'un tout autre niveau que tu n'atteindras jamais. Il a souri d'un air suffisant. Connais ta place. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. La pièce est devenue parfaitement immobile. Et soudain, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas de colère, pas de chagrin, de l'acceptation. J'ai regardé Antoine et j'ai réalisé que mon père avait eu raison depuis le début. Ce n'était pas l'homme que j'avais épousé. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Lentement, j'ai pris mon verre de vin, j'ai bu une gorgée, je l'ai reposé. Puis j'ai pris mon téléphone. Antoine a ri. Il pensait sincèrement que j'envoyais un SMS à une amie. Peut-être pensait-il que j'étais sur le point de pleurer. Peut-être pensait-il que j'étais impuissante. Au lieu de cela, j'ai ouvert une conversation qui n'avait pas été utilisée depuis des années. Le nom de mon père est apparu à l'écran. J'ai tapé 2 mots, retire fond.
Puis, j'ai appuyé sur envoyer. 3 minutes plus tard, le téléphone d'Antoine a commencé à sonner. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, et pour la première fois ce soir-là, son sourire a disparu. Antoine a fixé son téléphone qui vibrait dans sa main. Pendant un instant, il n'a pas répondu. La confiance qui avait rempli la pièce quelques secondes plus tôt semblait s'être envolée. Ses yeux sont restés fixés sur l'identifiant de l'appelant et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. L'incertitude. Valérie s'est penchée vers lui. Qui est-ce? Antoine a dégluti. C'est Monsieur Dupont. Le PDG. Même Valérie a reconnu le nom. Son sourire a immédiatement disparu. Personne n'ignorait un appel direct du PDG d'une grande banque à 19h. Antoine a rapidement répondu, « Monsieur ». Sa voix sonnait complètement différente maintenant, respectueuse, nerveuse, comme les employés quand ils parlent à quelqu'un qui contrôle leur avenir. J'ai tranquillement repris mon verre de vin et me suis assise à table. Je n'avais aucune idée de ce que mon père faisait exactement, mais je le connaissais. Jacques Martin n'agissait jamais imprudemment. S'il avait répondu à mon message, il l'avait fait pour une raison, et il l'avait certainement fait avec soin. Antoine a écouté silencieusement pendant plusieurs secondes. Puis il a froncé les sourcils. Demain matin, plus de silence. Son expression est devenue de plus en plus tendue. Je comprends. Pause. Oui, monsieur. Une autre pause. Puis quelque chose a changé. La couleur a quitté son visage. Ses yeux se sont écarquillés. Pas de façon dramatique, pas comme dans un film. C'était plus subtil que ça. Le genre de réaction que les gens ont quand une information réorganise soudainement leur compréhension de la réalité. Il a jeté un coup d'œil vers moi, puis a rapidement détourné le regard. Bien sûr, monsieur. Sa voix était à peine audible. L'appel s'est terminé. Personne n'a parlé. Même Valérie avait l'air mal à l'aise maintenant. Antoine a lentement posé le téléphone. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé. Il n'a pas répondu. Antoine, toujours rien. J'ai finalement posé mon verre. Qu'est-ce qu'il voulait? Antoine m'a regardé. Pour la première fois depuis des années, il semblait ne pas savoir comment me parler. Il y a une réunion du conseil d'administration demain. J'ai hoché la tête. D'accord. Ce n'était pas prévu. D'accord. Il a hésité. Le PDG m'a posé une question. Je suis restée silencieuse. Antoine m'a regardé directement dans les yeux. Il m'a demandé si je savais qui était ma femme. La pièce est devenue très silencieuse. Valérie s'est agitée mal à l'aise sur sa chaise. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-elle demandé. Aucun de nous n'a répondu. Parce qu'au fond, Antoine savait déjà. Il n'avait simplement pas encore relié toutes les pièces. Sans un mot de plus, il a pris son ordinateur portable et est entré dans son bureau à domicile. Valérie est restée maladroitement assise à la table à manger. La maîtresse, qui était arrivée, se sentant supérieure, a soudainement eu l'air de quelqu'un qui voulait partir. Je me suis levée et j'ai commencé à ramasser la vaisselle. Elle m'a regardé nerveusement. « Tu n'es pas fâchée ?» a-t-elle finalement demandé. Je l'ai regardée. « Je pense que tu confonds le calme avec la faiblesse. » Elle a détourné le regard la première. Environ 20 minutes plus tard, Antoine est sorti de son bureau. Il ressemblait à un homme complètement différent. Son visage était pâle. Ses yeux étaient injectés de sang et toutes les traces d'arrogance avaient disparu. « Que as-tu trouvé ?» ai-je demandé. Sa voix s'est légèrement brisée. « Ton père ?» Je n'ai pas répondu. Antoine a continué. « Jacques Martin ?» Toujours le silence. Je pensais qu'il possédait quelques sociétés d'investissement. J'ai failli rire. C'était ce que la plupart des gens pensaient. Mon père préférait ça comme ça. Antoine m'a fixé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Voilà. Pas des excuses. Pas des regrets. Pas d'inquiétude pour notre mariage.
La première question qu'il a posée était pourquoi il n'avait pas su. Comme si le vrai problème était d'être privé d'informations précieuses. J'ai croisé les bras. Tu n'as jamais demandé. Sa mâchoire s'est serrée. Sophie, non. J'ai secoué la tête. Tu as passé des années à me dire quel genre de famille comptait et quel genre ne comptait pas. Tu n'as jamais pris la peine de te renseigner sur la mienne. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis Valérie s'est levée. Je pense que je devrais y aller. Personne ne l'a arrêté. Antoine ne l'a même pas regardé. Cela seul m'a tout dit. La fantaisie s'était déjà effondrée. Au moment où il a réalisé qui j'étais réellement, Valérie est devenue insignifiante. Elle a tranquillement pris son sac à main et est partie. La porte d'entrée s'est refermée. Puis nous n'étions plus que nous deux, un couple marié assis au milieu de verres de vin à moitié vides et des ruines d'une vie qu'aucun de nous ne reconnaissait plus vraiment. Antoine s'est lentement assis. Je ne savais pas. J'ai hoché la tête. Je sais. Sa voix est devenue plus douce. Le PDG a dit que le groupe de ton père réexamine plusieurs engagements stratégiques. Je suis restée silencieuse. Le conseil est encore en panique. Silence. As-tu fait ça? Cette question a plané dans l'air. J'ai envisagé de mentir. Au lieu de cela, j'ai choisi l'honnêteté. J'ai envoyé un message. Antoine m'a regardé. À ton père? Oui. Et il a agi immédiatement. J'ai secoué la tête. Non. Cette réponse l'a troublé. Parce que la vérité était plus compliquée. Mon père et moi avions établi ce signal il y a des années. Non pas parce que nous prévoyions de détruire des gens. Parce qu'il voulait savoir quand j'avais finalement atteint ma limite. Il y a une différence très importante. Je l'ai expliqué calmement. Quand mon père a reçu ce message, il n'a attaqué personne. Antoine a écouté. Il savait que j'avais épuisé toutes les options. J'ai fait une pause. Il savait que quelque chose de grave s'était passé. Antoine a baissé les yeux. Pour la première fois de la soirée, la honte est apparue sur son visage. Une vraie honte. Pas la peur, pas la panique. La honte. Malheureusement, elle était arrivée des années trop tard. Vers minuit, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Je suis sortie sur la terrasse arrière pour répondre. L'air nocturne était frais sur ma peau. Ça va, a-t-il demandé. Sa voix sonnait calme, stable, exactement comme d'habitude. Je me suis soudain sentie à nouveau comme une enfant de 10 ans. Pas vraiment, je me suis dit. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis il a soupiré. Je t'avais prévenu. Tu l'as fait. J'espérais me tromper. Moi aussi. Le silence qui a suivi a été étrangement réconfortant. Finalement, il a reparlé. Je n'ai rien retiré. J'ai souri. Je sais. J'ai appelé le PDG. Cela ressemblait beaucoup plus à mon père. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Et qu'est-ce que c'était? Sa voix s'est durcie. Qu'un homme représentant leur institution venait d'humilier ma fille chez elle. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois de la soirée, j'ai senti des larmes menacées de monter. Non pas parce que j'avais le cœur brisé, mais parce que quelqu'un avait enfin reconnu à quel point tout cela était mal. Mon père a continué. Le reste leur appartient. Cette distinction était importante. Il ne réclamait pas de vengeance. Il ne menaçait pas la banque. Il refusait simplement d'ignorer ce qui s'était passé. Et maintenant, Antoine devrait faire face aux conséquences de ses propres actions. Pas les miennes. Pas celles de mon père. Les siennes. Quand je suis rentrée, Antoine était assis seul dans le salon sombre. L'arrogance avait disparu. Les excuses avaient disparu. Même la colère avait disparu. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air petit. Sophie, dit-il doucement. Je me suis arrêtée. Je suis désolée, les mots sont finalement venus,
mais il semblait étrangement vide. Parce que les excuses comptent le plus avant que quelqu'un ne soit pris, pas après. J'ai regardé l'homme que j'avais aimé pendant 12 ans. Puis j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne voulais plus de vengeance. Ce que je voulais, c'était la liberté. Et d'une certaine manière, cette réalisation a effrayé Antoine bien plus que l'influence de mon père n'aurait jamais pu le faire. Le lendemain matin, Antoine a quitté la maison avant le lever du soleil. Je l'ai entendu se déplacer à l'étage vers 5h30, ouvrir et fermer des tiroirs, changer de cravate 2 fois et faire les 100 pas dans la chambre. L'homme qui se rendait normalement à chaque réunion avec une confiance sans effort semblait soudain incapable de décider quelle chemise porteur. Je suis restée au lit, non pas parce que je dormais, mais parce que je n'avais rien à dire. Finalement, il est apparu dans l'embrasure de la porte. Pendant un instant, il est resté là à me regarder, à attendre, peut-être en espérant que je l'arrêterais. Peut-être en espérant que je lui offrirais des assurances. Au lieu de cela, j'ai tranquillement bu mon café. Sophie, j'ai levé les yeux. Quoi? Ses épaules se sont légèrement affaissées. Je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai hoché la tête. Aucun de nous n'a mentionné que je savais probablement plus que lui. Après une longue pause, il est finalement parti. La porte d'entrée s'est fermée. La maison est devenue silencieuse. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Pas le bonheur. Pas la satisfaction, juste la paix. Le genre qui arrive quand on cesse enfin de mener une bataille que l'on a déjà perdue. J'ai passé la matinée à travailler à la maison. Email, appel client, rapport, vie normale. Pourtant, toutes les quelques minutes, mon esprit revenait à Antoine. Je ne m'inquiétais pas pour sa carrière. Je pensais à l'homme que j'avais épousé. L'homme qui avait autrefois conduit 4 heures dans une tempête de neige parce que j'étais malade. L'homme qui avait autrefois passé un week-end entier à aider ma mère à repeindre sa cuisine. L'homme qui me faisait rire si fort que je ne pouvais plus respirer. Où était passée cette version de lui? Le succès l'avait-il changé ou le succès avait-il simplement révélé qui il avait toujours été? Vers 10h30, mon téléphone a vibré. Papa, comment va l'apocalypse? Ai-je demandé. Il a ri. Étonnamment civilisé. Cela semblait juste. Mon père avait passé 40 ans à naviguer dans les conseils d'administration, les fusions et les négociations. Il comprenait quelque chose que beaucoup de gens ne comprenaient pas. Le vrai pouvoir criait rarement. Il changeait simplement la direction d'une pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé. Le conseil pose des questions sur Antoine. Sur son jugement. Cette réponse m'a intriguée. Papa a continué. Le problème n'est pas qu'il ait eu une liaison. J'ai froncé les sourcils. Non. Non. Sa voix est restée calme. Le problème est qu'il a fait preuve d'un terrible jugement en représentant une institution qui dépend de la confiance. C'était une réponse très bancaire. Et aussi très juste. Les banques ne paniquaient pas à cause des mariages brisés. Elles paniquaient à cause des problèmes de leadership. Si quelqu'un faisait preuve d'arrogance, d'imprudence ou de mauvaise prise de décision dans un domaine de la vie, les dirigeants se demandaient naturellement où ailleurs ces défauts existaient. Papa a fait une pause. Au fait, quoi? Le PDG était en colère. Cela m'a surprise. Contre Antoine? Non. J'ai attendu. Contre lui-même. Pourquoi? Parce que personne ne l'a remarqué plus tôt. J'y ai réfléchi un instant. Puis j'ai compris. Antoine n'était pas devenu arrogant du jour au lendemain. Les gens l'avaient simplement toléré parce qu'il obtenait des résultats. Maintenant que les projecteurs avaient changé, les comportements que tout le monde ignorait semblaient soudain différents. Vers midi, Antoine a finalement appelé. J'ai failli ne pas répondre. Finalement, je l'ai fait. Bonjour. Sa voix semblait épuisée. Pouvons-nous parler? Nous parlons. Un long silence a suivi. La réunion a été mauvaise. Je me suis appuyée sur ma chaise. À quel point?
Une autre pause. Personne n'a mentionné l'affaire. Intéressant. Qu'ont-ils mentionné? Mon jugement. C'était encore là. Le même mot. Jugement. Antoine a expiré lourdement. Ils ont examiné les plaintes des clients. Mes sourcils se sont levés. Quelles plaintes? Des petites choses. La façon dont il l'a dit m'a immédiatement dit que ce n'étaient pas des petites choses. Les gens décrivent souvent les problèmes graves comme des petites choses quand ils sont désespérés. Il a continué, des commentaires que j'ai faits. Mon estomac s'est serré. Au fil des ans, j'avais entendu suffisamment de ces commentaires moi-même. Les remarques condescendantes, les insultes subtiles, l'obsession du statut. Apparemment, les clients l'avaient remarqué aussi. Autre chose? Ai-je demandé. Antoine a ri amèrement. Ce n'était pas un son joyeux. Ils ont examiné les commentaires des employés. Cela expliquait tout. Les gens qui craignent des collègues puissants s'expriment rarement. Mais une fois que la direction commence à poser des questions, les histoires émergent rapidement. Des années d'histoire, des années d'observation, des années de préoccupation. Antoine entendait enfin ce que tout le monde avait vu. La conversation s'est terminée peu après, et pour la première fois, j'ai commencé à comprendre où cela allait. Pas vers la vengeance, vers la responsabilité. Ces deux choses peuvent parfois sembler similaires de loin, mais elles sont très différentes. 3 jours plus tard, la situation a empiré. Pour Antoine, bien pire. La banque a annoncé un examen interne du leadership. Officiellement, cela n'avait rien à voir avec lui. Officieusement, tout le monde savait exactement pourquoi cela se produisait. Ses collègues ont commencé à le traiter différemment. Les gens qui l'invitaient autrefois à des dîners privés ont soudainement cessé d'appeler. Les collègues qui riaient de ses blagues sont devenus distants. Un dirigeant a même annulé une partie de golf qu'ils avaient prévue depuis des mois. Antoine avait passé des années à construire un réseau basé sur l'influence. Maintenant, il découvrait à quel point l'influence pouvait être fragile. Un soir, il est rentré chez lui l'air complètement vaincu. Je lisais dans le salon. Il s'est assis en face de moi. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a rompu le silence. Valérie est partie. Je me suis tournée vers lui. D'accord. Son expression s'est légèrement tordue. C'est tout ce que tu vas dire. J'ai levé les yeux. Que voudrais-tu que je dise? Il a détourné le regard. Rien. Parce qu'il n'y avait rien à dire. Valérie était entrée dans la relation en croyant qu'Antoine était une étoile montante. Au moment où son avenir est devenu incertain, elle a disparu. L'ironie était impossible à ignorer. Pendant des années, Antoine avait mesuré les gens par le statut. Puis quelqu'un l'a mesuré de la même manière et il a détesté cela. La semaine suivante a apporté un autre coup dur. Une promotion majeure qu'il attendait depuis des mois a soudainement disparu. Pas d'explication, pas d'annonce, juste parti. Quelqu'un d'autre l'a reçu. Quelqu'un avec une réputation plus propre, quelqu'un en qui la direction avait plus confiance. Cette nuit-là, Antoine est resté seul à la table de la cuisine longtemps après minuit. Je l'ai trouvé en train de fixer un verre de whisky. J'ai travaillé 10 ans pour cette promotion. Sa voix semblait creuse. Je me suis assise en face de lui. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de proche de la sympathie. Non pas parce qu'il méritait d'être sauvé. Parce que la douleur reste la douleur, même lorsqu'elle est auto-infligée. Antoine a levé les yeux. Sais-tu ce qui me tue? Je n'ai pas répondu. Ce n'est pas de perdre la promotion. Ses yeux se sont remplis de regrets. C'est de réaliser que tout le monde a vu ce que je suis devenue, sauf moi. C'était probablement la chose la plus honnête qu'il ait dite depuis des années. La tragédie n'était pas qu'Antoine ait pris une seule terrible décision. La tragédie était qu'il était lentement devenu quelqu'un capable de la prendre, un compromis à la fois, un commentaire arrogant à la fois, un choix égoïste à la fois, jusqu'à ce que finalement il ne puisse plus se reconnaître. Ni moi non plus. Au fil des semaines, sa réputation professionnelle a continué de s'éroder.
Rien de catastrophique ne s'est produit. Pas de licenciement spectaculaire. Pas de scandale public. La vraie vie fonctionne rarement de cette façon. Au lieu de cela, les opportunités ont tranquillement disparu. La confiance a tranquillement disparu. Le respect s'est tranquillement érodé. Et ces pertes se sont avérées bien plus douloureuses qu'un seul effondrement dramatique n'aurait jamais pu l'être. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu m'est arrivé. J'ai commencé à me sentir plus forte. Non pas parce qu'Antoine souffrait, mais parce que j'ai finalement cessé d'organiser ma vie autour de son approbation. J'ai commencé à voir des amis plus souvent. J'ai accepté des opportunités de prise de parole que j'avais auparavant refusées. J'ai ri à nouveau. La femme que j'étais avant des années de critiques constantes a lentement commencé à revenir. Et plus elle revenait, plus une vérité devenait évidente. Mon mariage n'était pas brisé à cause de Valérie. Valérie n'était que le symptôme final. Les vrais dégâts avaient commencé des années plus tôt. L'aventure n'avait fait que les exposer. Un soir de pluie, Antoine est rentré à la maison et m'a trouvé en train de consulter des annonces d'appartements. Il s'est figé. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a posé doucement la question qu'il avait évitée pendant des semaines. « Tu pars ?» J'ai croisé son regard, et pour la première fois, j'ai répondu, honnêtement, oui. Le mot a semblé frapper Antoine plus fort que toute réunion du conseil d'administration, toute promotion perdue ou toute conversation difficile avec ses supérieurs. Oui, juste 3 lettres. Pourtant, au moment où je l'ai dit, quelque chose a changé sur son visage. Pas de choc. Il l'avait vu venir, pas de colère. Cela s'était éteint il y a des semaines. Ce que j'ai vu, c'était du chagrin. Le genre que les gens éprouvent lorsque le déni n'a finalement plus d'endroit où se cacher. Tu es sérieuse ? J'ai fermé mon ordinateur portable. Oui. Antoine a fixé les annonces d'appartements visibles à l'écran. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis il a ri doucement. Non pas parce que quelque chose était drôle. Parce que parfois les gens rient quand la réalité devient trop douloureuse. Je n'arrêtais pas de me dire que tu te calmes. J'ai joint mes mains. Il ne s'agit pas d'être en colère. Je sais que c'était le problème. Si j'étais furieuse, peut-être y aurait-il encore un combat à mener. Mais je ne l'étais pas. J'étais fatiguée. Fatiguée d'une manière qui allait plus loin que l'émotion. 12 ans de mariage m'avaient appris quelque chose de difficile. L'amour peut survivre aux erreurs. Il peut survivre aux épreuves. Il peut même survivre à la trahison dans certaines circonstances. Mais le respect est différent. Une fois que le respect meurt, tout le reste suit éventuellement. Antoine a compris cela. Maintenant, malheureusement, comprendre quelque chose après l'avoir détruit ne le ramène pas. La semaine suivante, j'ai signé un bail pour un appartement en centre-ville. Rien d'extravagant, juste un endroit tranquille surplombant la Seine, un endroit qui me ressemblait. Quand j'ai déménagé, Antoine a aidé à transporter les cartons. La situation semblait étrangement surréaliste. Il n'y a pas eu de dispute criante, pas de confrontation dramatique, juste 2 personnes transportant les restes d'une vie partagée vers des futurs séparés. À un moment donné, il a transporté un carton de vieux albums photos jusqu'à ma voiture. Il a regardé l'étiquette « Vacances ». Pendant plusieurs secondes, il a simplement regardé. Puis il a demandé doucement, « Te souviens-tu de notre voyage en Bretagne ?» J'ai hoché la tête. Bien sûr, je me souvenais. Nous avions passé une semaine à longer la côte, à manger des galettes et à nous disputer pour savoir quel phare était le plus beau. À l'époque, nous étions heureux. Ou du moins, je le pensais. Antoine a souri tristement. Je pensais que ces souvenirs nous protégeraient toujours. L'honnêteté dans sa voix m'a prise au dépourvu. Moi aussi. Aucun de nous n'a parlé à nouveau. Certaines conversations arrivent des années trop tard. Celle-ci en était une. 3 semaines après mon déménagement, l'examen interne d'Antoine s'est finalement conclu. La banque ne l'a pas licencié. À bien des égards, ce qui s'est passé était pire.
Il a été retiré de plusieurs parcours de leadership, réaffecté à un rôle moins influent et informé que toute promotion future dépendrait de la reconstruction de la confiance. Le message était clair. Sa carrière n'était pas terminée, mais l'avenir qu'il avait imaginé était parti. Le bureau de direction dont il rêvait était parti. La promotion rapide était partie. La réputation qu'il avait passé des années à construire, endommagée, peut-être de façon permanente. Quand il a appelé pour me le dire, sa voix semblait épuisée. Ils ne m'ont pas détruit. Non, ils ont juste cessé de croire en moi. Cette phrase est restée avec moi longtemps après la fin de l'appel parce que la confiance fonctionne de cette façon. Il faut des années pour la construire, des minutes pour la perdre, et parfois toute une vie pour la reconstruire. À peu près au même moment, Valérie a complètement disparu de sa vie. Pas de façon dramatique, pas de confrontation, pas de scène publique. Elle a simplement cessé de répondre aux appels, a cessé de répondre aux messages, a cessé de faire semblant. Un après-midi, j'ai rencontré une connaissance du cercle social d'Antoine. Autour d'un café, elle a mentionné que Valérie avait récemment commencé à sortir avec un capital risqueur de Londres. Je n'ai pas été surprise. Apparemment, personne d'autre non plus. La relation avait toujours été transactionnelle. Une fois que la transaction perdait de la valeur, elle se terminait. Ironiquement, Antoine comprenait maintenant exactement ce que c'était que d'être valorisé uniquement pour son statut. Pendant des années, il avait jugé les gens en fonction de ce qu'ils pouvaient offrir. Maintenant, il subissait le même jugement de l'autre côté. La vie a une façon d'enseigner des leçons dans le langage que les gens comprennent le mieux. Pendant ce temps, ma propre vie a continué d'avancer. Pour la première fois depuis des années, j'ai cessé de me rabaisser, de minimiser mes réalisations, de m'excuser d'exister. J'ai accepté une invitation à rejoindre le conseil d'administration d'une association à but non lucratif pour l'éducation financière. J'ai étendu mon travail de consultante. J'ai renoué avec des amis que je n'avais pas vus régulièrement depuis des années. Un samedi après-midi, j'ai déjeuné avec mon père. Nous nous sommes assis dehors dans un restaurant surplombant le lac Léman. Le temps était parfait. Des voiliers dérapaient sur l'eau. Des familles marchaient le long du rivage. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé d'Antoine. Finalement, papa a rompu le silence. Tu as meilleure mine. J'ai souri. Merci. Toi aussi. Il m'a étudié attentivement. Tu te tiens différemment. J'ai ri. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu portes moins de poids. Au début, j'ai supposé qu'il parlait de stress. Puis j'ai réalisé qu'il voulait dire autre chose. Des années de critiques. Des années à marcher sur des œufs. Des années à accepter tranquillement un traitement que je ne méritais pas. Ces choses pèsent plus que les gens ne le réalisent. Papa a bu son café. Je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Je n'ai jamais voulu avoir raison. Je l'ai regardé. Il a continué, quand je t'ai prévenu à propos d'Antoine. Je n'espérais pas qu'il échoue. Je sais. J'espérais qu'il me prouverait le contraire. Pour une raison quelconque, cela m'a presque fait pleurer parce que cela me rappelait que tout cela n'avait pas commencé comme une histoire de vengeance. Cela avait commencé comme une histoire d'amour, une histoire ratée, une histoire tragique, mais toujours une histoire d'amour. Les gens l'oublient parfois. Ils voient la fin et supposent que la douleur en valait la peine. Ce n'était pas le cas. Aucune satisfaction ne peut complètement effacer la déception. Le mois suivant a apporté un autre tournant. Antoine a demandé si nous pouvions nous rencontrer, non pas pour nous réconcilier, non pas pour négocier, juste pour parler. Après quelques hésitations, j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près du parc Monceau. Il avait l'air plus vieux, pas physiquement, émotionnellement. La confiance qui dominait autrefois chaque pièce s'était adoucie en quelque chose de plus réfléchi, de plus humain. Après nous être assis, aucun de nous n'a parlé pendant un moment. Finalement, Antoine a dit, j'ai blâmé tout le monde. J'ai attendu. La banque, pause. Mes collègues. Une autre pause. Ton père. Il a baissé les yeux vers son café.
Même toi. Puis il a soupiré. Mais ce n'était pas eux. Pour la première fois, je l'ai cru. Non pas parce qu'il semblait convaincant, mais parce qu'il semblait épuisé. Épuisé de se mentir à lui-même. J'ai fait ça. Les mots sont tombés lourdement entre nous. Simple. Indéniable. Vrai. Et parfois la vérité est le premier pas vers le fait de devenir quelqu'un de meilleur. Malheureusement, cela n'efface pas les conséquences. En quittant le café, Antoine s'est arrêté près de la porte. Sophie, oui. Sa voix est devenue calme. Je pense que te perdre m'a finalement forcé à me voir telle que je suis. Je n'ai pas répondu immédiatement. Puis j'ai hoché la tête parce que malgré tout, je croyais qu'il le pensait. Et cette prise de conscience a fait presque aussi mal que la trahison elle-même parce que la croissance était enfin arrivée. Juste pas à temps. Au moment où nos procédures de divorce ont officiellement commencé, près de 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Antoine avait fait entrer Valérie chez nous. 6 mois. Étrange comme une vie peut se défaire si rapidement après avoir mis des années à se construire. Les gens imaginent le divorce comme une guerre. Du moins, c'est comme ça que la télévision le dépeint. Des disputes explosives, des exigences avides, des avocats s'attaquant les uns les autres à travers les tables de conférence. Notre réalité était plus calme. Et d'une certaine manière, cela la rendait plus triste. Il n'y a pas eu de bataille pour l'argent, pas de compte caché, pas de lutte féroce pour la garde. Nous n'avions pas d'enfants et les questions financières étaient relativement simples. La chose la plus difficile à diviser n'était pas la propriété. C'était l'histoire. Chaque document que nous signions semblait être un autre chapitre officiellement clos. Un mardi matin, j'étais assise en face d'Antoine dans un bureau de médiation surplombant le centre de Paris. La pièce était professionnelle et neutre, mur gris, grande fenêtre, une longue table de conférence. Le genre d'endroit conçu pour maîtriser les émotions. Ça ne marchait pas. Pas entièrement. Parce que chaque fois que je regardais Antoine, des souvenirs refaisaient surface. Des bons, des mauvais, tout ce qui se trouvait entre les deux. La médiatrice a expliqué les procédures. Les avocats ont examiné les documents. Les stylos se sont déplacés sur les pages. Pourtant, sous tout le langage juridique, une réalité douloureuse subsistait. 2 personnes qui avaient autrefois planifié un avenir ensemble négociaient maintenant une fin. À un moment donné, la médiatrice est sortie pour faire des copies. Les avocats ont suivi. Pour la première fois ce matin-là, Antoine et moi étions seuls. Le silence s'est étiré. Puis il a parlé. Puis-je te demander quelque chose ? J'ai hoché la tête. Quand as-tu cessé de m'aimer ? La question m'a prise au dépourvu. Non pas parce qu'elle était difficile. Mais parce qu'elle ne l'était pas. Je l'ai regardé attentivement. Je n'ai pas cessé. Ses sourcils se sont levés. J'ai continué. L'amour n'a pas été la première chose que j'ai perdue. La pièce est restée silencieuse. Quoi ? J'ai pris une profonde inspiration. La confiance. Antoine a baissé les yeux. Un instant plus tard, j'ai ajouté « et le respect ». Aucun de nous n'a parlé après cela parce qu'il n'y avait vraiment rien à contester. La vérité exige rarement un débat. Plus tard cet après-midi-là, en examinant les informations financières, une autre prise de conscience m'a frappée. Pendant des années, Antoine avait couru après le statut, le titre plus important, le meilleur bureau, les cercles sociaux plus riches, l'apparence du succès. Et maintenant, assis dans cette salle de conférence, aucune de ces choses n'avait d'importance. Pas une seule. Les choses qui importaient étaient l'honnêteté, le caractère, la loyauté, les qualités mêmes qu'il avait sacrifiées en cours de route. L'ironie semblait presque cruelle. Quelques semaines plus tard, le divorce était sur le point d'être prononcé. Des amis ont commencé à poser des questions. Certains étaient curieux, d'autres s'en souciaient vraiment. La plupart voulaient savoir la même chose. Étais-je en colère ? La réponse les a surpris. Pas vraiment. La colère m'avait été utile au début. Elle m'avait donné de l'énergie, une direction, un élan. Mais finalement, la colère devient lourde, et j'étais fatiguée de la porter.
Cela ne signifiait pas qu'Antoine méritait le pardon. Pas encore. Cela signifiait simplement que je méritais la paix. Un soir, j'ai partagé cette pensée avec mon père pendant le dîner. Nous étions assis dans sa cuisine en train de manger des pâtes faites maison tandis que la pluie tapait doucement contre les fenêtres. Papa a écouté silencieusement. Puis il a hoché la tête. C'est sain. J'ai souri. De ta part, c'est inattendu. Il a ri. Quoi? Tu penses que je passe ma vie à comploter des vengeances? Un peu. Cela lui a valu un autre rire. Puis son expression s'est adoucie. Sophie, quoi? Le but n'a jamais été la punition. Je le savais. Pourtant, l'entendre était important. Papa a continué. Le but était de te protéger. C'était encore là. La distinction qui avait tout façonné. Dès le début, il n'avait pas agi parce qu'Antoine l'avait embarrassé ou parce qu'il voulait le pouvoir. Il a agi parce que sa fille avait finalement envoyé un signal qu'elle avait promis de ne jamais envoyer à moins qu'elle n'ait pas d'autre choix. Cette différence importait beaucoup. Plusieurs jours plus tard, Antoine a appelé de manière inattendue. Sa voix semblait nerveuse. Pouvons-nous nous revoir une dernière fois? J'ai hésité. Pourquoi? J'ai quelque chose à dire. Une partie de moi voulait refuser. Une autre partie savait que je regretterais de ne jamais l'avoir écouté, alors j'ai accepté. Nous nous sommes rencontrés dans un petit parc près du lac Léman. Le temps avait finalement commencé à se réchauffer. Des enfants jouaient à proximité. Des joggeurs passaient le long du sentier. La vie ordinaire continuait autour de nous. Antoine est arrivé portant 2 cafés, l'un exactement comme j'avais l'habitude de le commander. Certaines habitudes survivent même après la fin des relations. Nous nous sommes assis sur un banc surplombant l'eau. Pendant plusieurs minutes, aucun de nous n'a parlé. Puis il a finalement rompu le silence. Je te dois des excuses. Je l'ai regardé. Tu t'es déjà excusé. Je sais. Ses mains se sont resserrées autour de la tasse de café. Mais c'étaient des excuses de quelqu'un qui craignait les conséquences. Cela a attiré mon attention, a-t-il poursuivi. Celle-ci est différente. La sincérité dans sa voix était indubitable. Antoine a regardé le lac. Quand tout a commencé à s'effondrer, je pensais que j'étais la victime. Il a ri amèrement. Je me suis même convaincue que ton père avait ruiné ma carrière. Je suis restée silencieuse. J'ai blâmé tout le monde. Il a secoué la tête. Puis un jour, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Ses yeux ont rencontré les miens. Personne ne m'a forcé à devenir cette personne. Les mots ont plané dans l'air. Simple, honnête, douloureux. J'ai fait ça. Je l'ai cru. Non pas parce que je le voulais, mais parce que la responsabilité sonnait différemment de l'apitoiement. Et pour la première fois depuis très longtemps, Antoine ne demandait pas de sympathie. Il acceptait la propriété. Après une longue pause, il a reparlé. Le pire n'est pas de perdre la promotion. J'ai attendu. Ce n'est pas de perdre Valérie. Une autre pause. Ce n'est même pas le divorce. Sa voix est devenue plus calme. Le pire, c'est de réaliser que j'avais quelqu'un qui m'aimait vraiment. Et je l'ai traitée comme si elle n'était pas suffisante. Pendant plusieurs secondes, aucun de nous n'a bougé. J'ai ressenti de la tristesse, pas de triomphe, pas de satisfaction, de la tristesse. Parce qu'il y avait de la vérité dans ce qu'il disait, et parce que la vérité qui arrive trop tard peut être déchirante. Finalement, je me suis levée. Antoine est resté assis. Je savais ce qu'il voulait. Pas de réconciliation, pas une autre chance, quelque chose de plus petit, quelque chose de plus simple. L'espoir. L'espoir qu'un jour il serait pardonné. Je l'ai regardé. Je ne te déteste pas. Le soulagement a éclairé son visage. Puis j'ai ajouté, mais le pardon et la confiance ne sont pas la même chose. Il a hoché la tête lentement. Je sais. Et pour la première fois, je crois qu'il le savait vraiment. 3 semaines plus tard, le divorce est devenu officiel. Un juge,
Quelques signatures, moins d'une heure, 12 ans réduits à des formalités administratives. En sortant du tribunal, je m'attendais à me sentir victorieuse. Au lieu de cela, je me suis sentie libre. Il y a une différence. La victoire dépend de la défaite de quelqu'un d'autre. La liberté non. La liberté signifie simplement que vous n'avez plus besoin d'autorisation pour avancer. Pour la première fois depuis des années, mon avenir m'appartenait entièrement. Et cela faisait plus de bien que la vengeance n'aurait jamais pu le faire. Un an après le divorce, je me suis retrouvée devant une salle de bal remplie de près de 300 personnes, chefs d'entreprise, éducateurs, organisateurs communautaires, étudiants, retraités, des gens de tous horizons imaginables. L'événement était un gala de collecte de fonds pour soutenir des programmes d'éducation financière à travers la France. Et d'une certaine manière, j'étais devenue la conférencière principale. Si quelqu'un me l'avait dit 2 ans plus tôt, j'aurais ri. À l'époque, je dépensais tellement d'énergie à essayer de maintenir mon mariage que je pensais à peine à mon propre avenir. Maintenant, les choses étaient différentes. Pas parfaites, différentes, c'était suffisant. Le conseil d'administration de l'association à but non lucratif que j'avais rejointe avait considérablement étendu ses programmes. Nous aidions les familles actives à comprendre le budget, la gestion de la dette, l'accession à la propriété et la planification financière à long terme. Le travail était significatif, réel, contrairement au jeu de statut qui avait consumé une grande partie du monde d'Antoine. Alors que j'attendais en coulisses pour prendre la parole, mon père s'est approché. À 72 ans, Jacques Martin portait toujours cette confiance tranquille qui l'avait rendu si performant pendant des décennies. Il a ajusté sa cravate et a souri. Nerveuse? Un peu. Bien. J'ai ri. Bien? Ça veut dire que tu t'en soucies. C'était du classique papa. Simple, direct, généralement juste. Il a jeté un coup d'œil vers le public. Tu as construit quelque chose d'important. Toi aussi. Il a secoué la tête. Non. Puis il a désigné la salle de bal. J'ai construit des entreprises. Son expression s'est adoucie. Tu aides les gens. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis la coordinatrice de l'événement a signalé qu'il était temps. Alors que je me dirigeais vers la scène, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la gratitude. Pas pour ce qui s'était passé. Je ne serai jamais reconnaissante pour la trahison, mais reconnaissante pour ce qui est venu après, pour la chance de reconstruire, pour les leçons que j'ai apprises, pour la personne que je suis devenue. Le discours s'est bien passé. Les gens ont applaudi. Plusieurs étudiants sont venus me remercier après. Une jeune femme m'a dit qu'elle était la première personne de sa famille à fréquenter l'université. Une autre a dit que notre programme de bourse avait changé sa vie. Ces conversations sont restées avec moi bien plus longtemps que tout applaudissement parce que, contrairement au titre d'influenceur de statut, elles importaient vraiment. La soirée touchait à sa fin quand j'ai vu un visage familier près du fond de la salle. Antoine. Pendant un instant, je me suis demandé si j'imaginais des choses. Puis il a souri poliment et a levé la main. Il avait l'air différent. Pas plus vieux, plus léger. L'arrogance coûteuse qui l'entourait autrefois semblait avoir disparu. Son costume était beau, mais modeste. Sa posture détendue, ses yeux plus clairs, et étrangement, il ressemblait plus à l'homme que j'avais épousé à l'origine qu'à l'homme d'affaires qu'il était devenu par la suite. Quand la foule a commencé à s'éclaircir, il s'est approché. Félicitations. Merci. Il a jeté un coup d'œil autour de la pièce. Tu as fait quelque chose de remarquable. Le compliment semblait sincère. J'ai apprécié cela. Nous nous sommes dirigés vers un coin plus tranquille près des fenêtres surplombant la ville. Pendant quelques instants, nous avons simplement regardé les lumières en contrebas. Paris était magnifique la nuit. Occupée, vivante, pleine de possibilités. Finalement, Antoine a rompu le silence. Je n'étais pas sûre de devoir venir. Pourquoi es-tu venu? Il a souri faiblement. Parce que je voulais voir comment ton histoire se terminait. J'y ai réfléchi. Puis j'ai secoué la tête. Ce n'est pas encore fini.
Juste remarque. Nous avons tous les deux ri doucement. La conversation était étonnamment agréable. Non pas parce que le passé avait disparu, mais parce que suffisamment de temps s'était écoulé pour que nous puissions tous les deux le voir clairement. Antoine s'est appuyé contre la fenêtre. Je travaille maintenant dans une plus petite entreprise. Comment ça se passe? Son sourire s'est élargi. Honnêtement, j'ai hoché la tête. Beaucoup mieux que ce que j'espérais. Cela m'a surprise. Il a expliqué que l'entreprise se concentrait sur le prêt communautaire et le développement des petites entreprises. Le travail n'était pas glamour. Le salaire n'était pas extraordinaire, mais il le trouvait significatif. Imaginez cela, significatif. Des années plus tôt, Antoine aurait considéré ce mot comme hors de propos. Maintenant, il semblait important. La vie a une façon de changer les priorités. Après une pause, il m'a regardé. Je te dois encore un merci. J'ai levé un sourcil. Pourquoi? Son expression est devenue sérieuse. Pour ne pas m'avoir détruit. Le commentaire m'a prise au dépourvu. J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai secoué la tête. Je ne t'ai pas sauvé non plus. Non. Il a souri tristement. Tu as juste cessé de me protéger de moi-même. C'était probablement plus proche de la vérité. Pendant des années, j'avais excusé des choses, les avais minimisées, les avais rationalisées. La nuit où j'ai envoyé ce message, tout cela a pris fin, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'ai finalement accepté la réalité. Antoine a regardé par la fenêtre. Tu sais, je détestais cette phrase. Quelle phrase? Il a ri doucement. Connais ta place? Les mots ont plané entre nous. Les mêmes mots qui avaient brisé notre mariage. Les mêmes mots qui avaient révélé exactement qui il était devenu. Antoine a secoué la tête. J'y ai pensé pendant des mois. Je suis restée silencieuse. Puis il a continué, le plus drôle, c'est que c'est moi qui avais besoin d'apprendre ma place. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Il y avait de la sagesse là-dedans. Le genre que l'on gagne par l'échec. Le genre que personne ne peut vous enseigner. Pendant plusieurs instants, nous sommes restés ensemble dans un silence confortable. Pas comme mari et femme. Pas comme ennemis. Juste deux personnes qui avaient partagé une partie d'un voyage. Finalement, Antoine s'est tourné vers moi. Je suis désolée. Les mots étaient simples. Pas de discours, pas d'excuses, pas de conditions, juste désolé. Cette fois, je les ai acceptés. Non pas parce qu'ils effaçaient quoi que ce soit, parce qu'ils ne le faisaient pas, mais parce que porter du ressentiment ne nous servait plus à aucun de nous deux. Je sais. Le soulagement a traversé son visage. Puis il a hoché la tête. Au revoir, Sophie. Au revoir, Antoine. Il s'est éloigné, et je l'ai regardé disparaître dans la foule. C'était la dernière fois que je le voyais, du moins jusqu'à présent. Alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai trouvé mon père qui m'attendait près de la sortie. Ensemble, nous sommes sortis dans la nuit fraîche de Paris. Les lumières de la ville se reflétaient sur la Seine. Le trafic s'écoulait régulièrement dans les rues en contrebas. La vie continuait comme toujours. Papa m'a regardé. Ça va? J'ai souri. Oui. Il m'a étudié une seconde. Puis il a souri aussi. Le trajet de retour à la maison était paisible. Non pas parce que tout s'était parfaitement arrangé. Ce n'était pas le cas. Certaines blessures laissent des cicatrices. Certaines pertes ne disparaissent jamais complètement. Mais la guérison ne consiste pas à prétendre que la douleur n'est jamais arrivée. Il s'agit de refuser de laisser la douleur définir le reste de votre vie. En y repensant maintenant, les gens supposent souvent que le moment le plus important de mon histoire a été le message texte. Retire les fonds. Mais ils se trompent. Le moment le plus important est venu plus tard. Le moment où j'ai cessé de mesurer ma valeur à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Le moment où j'ai réalisé que le respect ne peut pas être mendié. Il ne peut qu'être reconnu. Et si quelqu'un refuse à plusieurs reprises de voir votre valeur,
parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de partir. Antoine a perdu son mariage. Il a perdu l'avenir qu'il pensait mériter. Il a perdu l'image qu'il avait passé des années à construire. Mais ce faisant, il a aussi gagné quelque chose. La conscience de soi, l'humilité, la perspective. Les leçons sont arrivées douloureusement, mais elles sont arrivées. Et c'était peut-être la fin la plus juste possible. Pas la destruction, la croissance, pas la vengeance sans but, des conséquences avec un sens. Parce qu'au final, l'argent n'a pas détruit notre mariage. La fierté l'a fait. Et c'est une leçon qui mérite d'être retenue.